Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient sur un jeu. Un jeu expert qui, franchement, nous a mis une sacrée claque ludique. On en parlait justement dans notre article Stupor Mundi. Ah oui, Stupor Mundi, publié par Quain Games, signé Nestor Mangone. Exactement. On plonge dans l'univers de l'empereur Frédéric II. Et notre mission ici, c'est de décortiquer un peu ce qui rend ce jeu si spécial en se basant sur notre analyse. Tout à fait. Et déjà, le thème, je trouve, est une accroche fascinante. Incarner un vassal qui cherche les faveurs de l'empereur, celui qu'on appelait la merveille du monde. Oui, c'est accrocheur. Donc, l'idée, c'est de distiller l'essence de ce jeu de gestion stratégique et surtout de souligner son interactivité, qui est vraiment marquante, et ses mécanismes clés, comme on l'a détaillé dans notre publication. Sans oublier le matériel, hein. Ah oui, il faut mentionner d'emblée le matériel. L'édition Masterprint est somptueuse, ça saute aux yeux. Carrément. Alors, euh, si on rentre dans le cœur du jeu, il y a ce système de cartes. Très malin. Des cartes à double usage. Le dilemme constant. C'est ça. Tu utilises l'effet immédiat, genre un petit bonus sympa, ou alors tu la gardes. Tu la gardes pour une action principale, une action plus forte plus tard. Comme construire une partie de ton château, recruter des alliés. Ou même améliorer ta main de cartes. Un peu façon deck building, quoi. Acquérir de nouvelles cartes pour être plus efficace. Et ça, dès le départ, c'est très engageant. On est tout de suite dans le bain, dans le choix difficile. Oui, Mais ce qui est vraiment fascinant, et ça on le soulignait bien dans l'article, c'est comment l'interaction est tissée dans le jeu. c'est pas juste chacun son optimisation dans son coin. Non, pas du tout. L'UPRA central, vraiment, ce sont les décrets impériaux. Ah, les décrets impériaux. Voilà. Ils permettent de changer les règles en cours de partie, mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, ils permettent de modifier l'état du château de l'empereur. Oui, et c'est là que ça devient jouissif et un peu sadique comme on l'a écrit. Ah oui, tout à fait. Tu vois un adversaire qui mise tout sur, disons, avoir plus de tours que l'empereur pour marquer des points, Mhm. et hop, juste avant le décompte, tu sors un décret qui ajoute une tour à l'empereur. Et paf, son blanc tombe à l'eau. C'est exactement ça. C'est cette tension constante, cette nécessité de surveiller ce que font les autres. Ça fait vraiment le sel du jeu. Complètement. Et cette mécanique de comparaison avec l'empereur qui est manipulable par les joueurs via ces fameux décrets, ça crée une dynamique d'interaction indirecte certes, mais féroce. Oui, on se tape pas dessus directement, mais Mais on se met des bâtons dans les roues. Ça force à lire le jeu des adversaires en permanence, à chercher les opportunités de sabotage ou de contre. c'est très malin. Et pour les joueurs solo, parce qu'on en parlait aussi dans l'article, il y a un mode solo, est-ce qu'on retrouve cette tension? Alors oui, et c'est souvent cité comme un point fort, le mode solo est exemplaire. Il y a un automa, un adversaire virtuel, quoi. D'accord. Il est simple à gérer, mais il est redoutable. Il offre une tension vraiment similaire aux parties multijoueurs, il utilise les mêmes décrets, il concurrence sur les objectifs. Ah, c'est bien ça. Donc, même seul, on a un vrai défi. Oui, tout à fait. Bon, euh, y a-t-il quand même des petits bémols, des choses qui peut-être... Oui, il faut noter un point qu'on avait soulevé dans notre analyse, c'est la durée potentielle. Ah, Une partie de Stupor Mundi, ça peut s'étendre. Parfois, on dépasse les 2 heures, surtout à plusieurs joueurs. d'accord. Le rythme est constant, parce qu'il y a toujours des choix importants à faire. Mais il manque peut-être une accélération finale très marquée, un climax plus percutant. Un peu linéaire sur la fin peut-être. Voilà, si personne ne pousse vraiment pour finir la partie, ça peut sembler un peu longuet sur la fin. C'est un petit point, mais à savoir. D'accord, mais bon, malgré ce petit bémol sur la durée, notre verdict dans l'article était quand même sans appel, hein, un vrai coup de cœur. Ah oui, clairement. Stupor Mundi est riche, il est tendu, stratégique, et puis cette réalisation, magnifique. C'est une pépite, vraiment, pour qui aime les jeux experts où l'interaction est forte. Et où les coups bas font partie du plaisir, faut le dire. Exactement. En somme, c'est un excellent mélange. Un peu de planification à l'allemande, très calculatoire, et puis cette interaction presque à l'américaine, très directe dans ses effets, même si elle est indirecte dans son mécanisme. Mhm. Donc ça s'adresse vraiment aux joueurs qui apprécient la profondeur stratégique, l'anticipation, et qui ne sont pas rebutés par des parties potentiellement longues et une confrontation indirecte mais constante. Voilà. Stupor Mundi, ça laisse une impression durable, je trouve. L'impression d'avoir participé à un grand complot ludique. C'est long, mais c'est gratifiant. C'est ça. Et ça soulève d'ailleurs une question intéressante sur ce type de jeu, je trouve. Ah oui, où est-ce qu'on situe la frontière finalement entre l'optimisation stratégique personnelle, son propre jeu, et le plaisir qu'on prend parfois à déjouer activement les plans des autres? C'est une bonne question. Le plaisir un peu coupable de mettre des bâtons dans les roues.
Exactement. C'est une réflexion intéressante à méditer après une partie bien tendue de Stupor Mundi.